Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au musée archéologique de l'Université américaine de Béotie. Je voudrais d'abord remercier Mathieu Diez, commissaire général de l'Europe, et Guillaume Duchemin, directeur adjoint de l'Institut français, qui n'ont pas hésité une seconde à nous inclure dans leur parcours littéraire innovant et à impliquer l'Université américaine dans cet itinéraire. J'en suis d'autant plus fière que c'est la francophonie qui m'a porté à mieux embrasser d'autres langues et qu'elle répond aujourd'hui plus que jamais à sa vocation de culture ouverte, porteuse de diversité et d'altérité. Vous êtes invités ce soir à écouter des extraits du roman Dernière Oasis de Sharif Majdalani, mis en lecture par Nina Orga et lu par Sharif avec la participation de Nadine Chapal. Les extraits ont bien entendu été adaptés pour convenir à une lecture en scène. Je les remercie tous trois vivement d'avoir répondu à mon invitation et mesuré, imaginé et projeté avec moi le moyen de rendre vivant le patrimoine qui nous entoure dans un musée dont la mission est de donner voix et vie à cet héritage. Ce soir, le musée contextualise les pensées de Sharif qui nous bousculent dans notre éternelle quête du sens à travers le temps et l'espace. Enfin, une pensée particulière pour le ministre de la Culture, dont les propos ont ravivé en nous la flamme que nous croyons éteinte pour mener le combat pour la liberté d'expression, la diversité et le respect mutuel. Je préfère néanmoins citer Michael Ferrier, merci d'être parmi nous ce soir, à propos de sa nouvelle parue dans le recueil collectif Ce qui nous arrive, préfacé par Sharif Majdalani et que nous avons hâte de découvrir. La catastrophe, et je cite, la catastrophe est retorse, elle est fulgurante, elle est imprévisible, mais elle peut aussi nous pousser à sortir de nous-mêmes, à nous ressourcer individuellement et à nous retrouver collectivement. Voilà, chers amis, serrons-nous donc les coudes face à cette salve de propos mortifères et résistons collectivement, comme le poète résiste par une salve d'avenir. Je laisse à présent la parole à Sharif et Nadine. C'est l'histoire d'un socialiste et marchand d'armes, établi en 2014 à se rendre en Irak pour expertiser un mystérieux trésor archéologique. L'homme est un des experts les plus en vue dans le domaine de l'archéologie orientale. Il travaille pour les meilleurs musées du monde. Et les notices biographiques qui accompagnent les études qu'il publie dans American Journal of Archaeology et dans Syria contribuèrent pendant un temps à pousser vers lui, comme les papillons vers la lumière, un nombre incalculable de contrebandiers, de négociants louches et de mafieux de tous ordres. Ce n'était pourtant pas sa vocation à l'origine. Après des études d'histoire de l'art, sa thèse à l'Université de Bologne a porté sur la question des ruines et du silence énigmatique des décors qui entourent les personnages de Poussin et de ceux du Lorrain. Sa thèse achevée, il se mit à réfléchir aux questions liées à l'esthétique des ruines, notamment chez les Roms antiques. Il devint l'un des plus éminents spécialistes de l'objet antique et de sa représentation. Ses travaux le firent arriver jusqu'à Harvard. On lui proposa des cours d'archéologie, d'histoire de l'art et d'histoire de l'imaginaire. Je n'y restais malheureusement pas longtemps, parce que je n'aimais pas l'enseignement ni les milieux universitaires, les chers collègues par-ci et les chers collègues par-là. Je quittais le monde de l'université, mais ma réputation me permit de devenir expert auprès des grandes sociétés de vente aux enchères, et surtout des musées et des collectionneurs privés. Je pus alors vivre de nouvelles formes de révélation, celles qui permettaient des expertises diverses, lorsqu'un notaire, un collectionneur ou un chargé d'affaires dévoilait sous mes yeux un tableau au milieu d'un fatras de choses inutiles ou une pièce ancienne tenue cachée dans un coffre. Ma passion devint celle du chineur. Je cherchais la pépite miraculeuse, la révélation au sein du désordre et du chaos, et c'est cela qui, progressivement, fatalement, me mit en relation avec des intermédiaires peu recommandables,
avec des chargés d'affaires ambigus, mais qui tous avaient à nous proposer, au nom de leurs clients, des tableaux fabuleux ou des pièces antiques d'une beauté merveilleuse. Sauf qu'il me fallait m'opposer à toutes les tentatives de faire passer les multiples fruits de pillage pour des possessions patrimoniales ou pour des biens acquis dans la plus grande légalité. Parfois, la nécessité d'examiner plus précisément certaines œuvres subitement apparues sur le marché me contraignait à se rendre chez les particuliers particulièrement louches, dans des mouvements bizarres, ou parfois au contraire chez des marchands en apparence respectables, dans des demeures de dignitaires à Damas, Beyrouth ou Istanbul. Je dis que cela me contraignait à ces visites, mais en réalité, j'ai trouvé progressivement une vive satisfaction, à cause d'un besoin d'aventure mêlé de quête esthétique. C'est surtout cette quête esthétique qu'on quête à mes yeux. C'est la seule chose qui a toujours réussi à me faire vivre et à m'éviter la dépression et l'ennui mortel, même dans mon métier. Certes, l'émotion esthétique, je la trouve sans cesse dans la contemplation des œuvres que j'expertise, que je découvre ou que je contribue à faire acquérir par mes clients, institutions publiques ou collectionneurs privés. J'avais appris aussi que le plaisir est souvent moins dans la contemplation que dans le dévoilement de l'œuvre, dans son surgissement silencieux au milieu de l'immense bric-à-brac du monde et de nos vies. Et ma confrontation de plus en plus fréquente avec des œuvres de contrebande m'avait permis de réaliser que la révélation était encore plus puissante lorsqu'elle se produisait au milieu d'un univers de malfrats ou dans celui du commerce illégal. L'éclat de l'œuvre qui apparaît est décuplé par son contraste avec la fange humaine qui l'entoure, ou par l'aventure, les dangers et les complications qui font vivre et dépasser pour y accéder. Je finis par découvrir aussi que l'irrésistible attrait pour toute découverte de ce genre me venait d'une étrange et maladive propension à me sentir concerné par toute parcelle de beauté créée par les humains dans tous les coins de la terre et d'un besoin jaloux de m'en rapprocher, d'y être mêlé en quelque sorte, comme si je ne pouvais vivre au contact des œuvres d'art, même si c'était au prix de grands dangers et de risques professionnels graves. Il est donc occulté un jour par deux inquiets dans un individu qui invite à se rendre dans le nord de l'Irak, dans la région de Mossoul, pour expertiser diverses pièces archéologiques en possession d'un mystérieux général Al-Anbar, un haut gradé de l'armée irakienne. Reçu sur des plantations qui sont comme une oasis au milieu du désert, au cœur de la plaine de Ninive, à niveau du temps, il attend son mystérieux eau en méditant sur la splendeur des paysages et sur l'origine des pièces qui soupçonnent liées à l'importante architage. Mais en ce début d'été 2014, à la veille du déferlement de violence en Irak, ce lieu d'apparence si paisible, occupé par l'atypique brigade du général Ramban, entouré d'un côté par les forces kurdes et bientôt de l'autre par les djihadistes de Daesh, se retrouve aux avant-postes de grands bouleversements. Autant dire que sa sereine beauté est digne du calme qui précède la tempête. Les plantations de cette famille où m'attendait le général Ramban se situaient en bordure d'un cours d'eau, arrivant des montagnes plus au nord, et quand j'enlevais à quelques centaines de mètres un étroit pont en fer. Il s'agissait d'une sorte de grand verger d'abricotiers et de pruniers, un peu fatigués, harassés par le climat, ainsi que de palmiers en quantité, aux mille et une imperceptibles variations de couleurs, allant du bleu métallique au vert d'hiver. Mais le général Ramban n'y était pas. Je fus accueilli par ses officiers, commandés par le capitaine Lokman Amin, à qui je demandais si nous n'étions pas très près des régions de l'Ouest où les milices djihadistes menaient des raids meurtriers. Et il rit en disant qu'il y avait un sacré désert entre lui. Il en présenta encore un peu plus tard avec trois autres officiers qui vinrent bientôt s'asseoir avec nous jusqu'à la tombée du jour. Il bavardait, parlant de Beyrouth, de la situation en Irak et de celle du monde. Un troufion avec sa vulgarité très noire et amère qu'il eut du mal à boire. L'un d'entre eux retira sa ceinture, qui apparemment le gênait, et posa son revolver dans son étui sur la tablette bancale à côté de son petit verre de thé qui refroidissait. Un autre s'adossa à la rambarde en ramenant sa chaise, et la maintenant assis en équilibre sur les deux pieds de derrière, enlaça la balustrade de ses deux bras ouverts en croix avant de commencer à chanter une mélodie. Le crépuscule vint, la lumière changea, et la chaleur baissa d'un coup.
La mélopée se tue. Un oiseau gazula dans les arbres. Les officiers ne parlaient plus. L'un d'entre eux alluma la cigarette et me demanda si je fumais. J'attendis un instant, puis rompus le silence pour demander enfin si le général Radman était bien là, quelque part. Les trois officiers ne se concertèrent même pas. Ils répondirent avec indifférence que le général n'était pas là, qu'il était en tournée d'inspection et rentrerait sur le lendemain. Le soir, je pris l'habitude de veiller avec ces officiers. Le générateur ronronnait dans le temps. Des chauves-souris passaient l'air au-dessus des arbres, et des papillons tournaient autour des lampes suspendues au plafond. Dans leur lumière jaunâtre, la fumée des cigarettes planait en arbre indolente. Un peu avant minuit, l'extinction du générateur, j'accompagnais le capitaine Amine et un autre officier dans les plantations, jusqu'à l'un des postes stationnés d'un char. Je marchais à leur côté, chacun d'eux avec une lampe rapide électrique, et cela nous évitait de trébucher dans les sillons. Un soir, je revins seul. L'un d'entre eux m'ayant prêté sa lampe. Je longeais les cohortes noires des abricotés par l'extérieur, le désert à nos pattes. Il faisait un peu frais, et les innombrables mondes au-dessus de ma tête frémissaient infiniment. En marchant, je jouais comme un enfant, à éteindre la lampe et à laisser l'immensité de l'univers nocturne soudain me saisir de son terrifiant mystère, m'envelopper de sa robe au milieu de clignements humides. Ce lieu effroyablement proche du point où l'histoire humaine allait devenir un entonnoir capable d'aspirer l'humanité entière, vivait encore comme en suspens, en dehors du cours des événements. La chaleur était forte et devenait accablante à certaines heures. Et à la première ombre venue, sa violence s'atténuait d'un coup aussi comme un cadeau. Et puis le soir, elle devenait presque agréable. Une quiétude rare restituait à l'oasis son côté lointain, perdu, oublié, qui avait dû être le sien pendant des siècles. L'eau roulait dans les rigoles, la terre était humide sous les arbres, ce qui était rafraîchissant quand on allait y marcher, au risque de s'en tromper parfois. Et des bougainvilliers mauves, rouges et blancs explosaient littéralement à l'entrée des vergers. Le matin, un ouvrier arrivait sur sa vieille moto, la pétarade de son moteur cessait, il disparaissait sous les arbres, et le calme impérial, éternel, retombait sur l'oasis, et la remettait au déplacement de l'immobilité du désert autour d'elle et des montagnes. Je ne cessais de me demander pourquoi cette immobilité m'apaisait tellement. Pourquoi, sans m'en rendre compte dans ma vie passée, au spectacle des montagnes de mon enfance notamment, où je trouvais refuge dans le calme et dans l'éloignement des tumultes de la vie, j'étais si heureux. Je m'aperçus là, durant ces quelques jours, que c'est parce que cette apparente immuabilité est le résultat d'une temporalité cyclique qui fait revenir sans cesse le même, se succéder les jours et les nuits avec leurs infinies variations saisonnières sur les paysages, sur les travaux agricoles et sur les activités routinières des hommes, et qu'en ce sens, elle est une négation de l'histoire. L'histoire, en revanche, linéaire, déferle sur les hommes et les paysages en apportant le mouvement, le changement irrémédiable, mais aussi la destruction, la violence et l'entropie. En ce lieu où je me trouvais à ce moment, soudain, et malgré la chaleur et l'inconfort, était ravivé en moi aussi la nostalgie ancienne et jamais formulée pour une vie hors de l'histoire et des événements qu'elle secrète. Et je me dis alors que tous les lieux où le temps semble s'annuler dans la répétition de lui-même sont ce que l'on rêve sous le nom de paradis. Tous les lieux où le temps semble s'annuler dans la répétition de lui-même sont ce que l'on rêve sous le nom de paradis. Le paradis, cet endroit où plus rien ne vit, où l'on est livré à la pure contemplation du mystère de l'existence du monde. Je me rendis compte que j'avais soudain envie que disparaissent tous ceux pourquoi j'étais là, et que je n'ai plus rien à faire qu'à demeurer face au spectacle immuable des choses et de leur mouvement. Et que je n'ai plus rien à faire qu'à demeurer face au spectacle immuable des choses et de leur beauté. Or, c'était impossible. Il y avait tous ceux dans quoi il était impliqué, son travail, ses activités illégales, et tout ce qu'il avait engagé de lui-même, et qui, dans une course sans fin, aboutissait à cette oasis au bord du désastre, et à ce général mystérieux, et à son trésor, à ses manipulations politiques et militaires, à ses plantations, à leur directeur. Les choses bougèrent pendant les quelques semaines suivantes. La fille du général Radman, Chérie, arriva fugassement.
Il entoura discrètement amoureux avant de la voir partir. Et puis surtout, il vit arriver Rabban lui-même, qui allait enfin lui montrer le trésor archéologique dont il était l'incompréhensible possesseur. Non loin du cours d'eau, une tente était dressée, devant laquelle des standards aux armes de la brigade du général flottaient au sommet d'un très grand mât. Il découvrit bientôt que cette zone était interdite à part au gravé. Il s'y trouvait une petite remise vers laquelle il se dirigeait. En l'atteignant, Rabban se tourna vers un officier qui sortit les clés. Le général déclara qu'il avait entière confiance dans mon jugement et qu'il espérait de ma part une coopération fructueuse. Je fis un pas signe de la tête. Le lieutenant Khaled avait entre-temps ouvert la porte de la remise et nous pénétrâmes dans l'ombre et dans la violente odeur de pesticides et de produits chimiques que la chaleur démultipliait dans un lieu fermé comme celui-là. Dans une première salle se trouvaient des outils, pelles, pioches et râteaux, ainsi qu'un vieux moteur de tracteur et des bidons de pétrole dont je distinguais progressivement l'odeur au sein du bouquet qui saturait l'air, malgré une fenêtre sans vitre. Au fond, il y avait une porte en fer que le lieutenant ouvrit. Elle donnait sur une deuxième salle, moins étouffante, plus humide, où les antiquités étaient alignées, recouvertes comme des fantômes de draps et de vieux tissus érotiques. Le trésor du général Rabban se composait de 4 têtes en gypse aux barbes bouclées, les yeux ouverts, fixes et pourtant étrangement vivants, rêveurs, observant abstraitement quelque chose par-delà la réalité et qui les faisait mystérieusement sourire. Il comprenait aussi, entre autres, 6 fragments de frise qui représentaient de manière admirable les scènes familières de l'art et bas-relief assis dedans. À vue de nez, tout cela représentait des sommes colossales. Je ne restais guère plus d'une demi-heure ce premier matin dans la remise, retirant avec l'aide de l'officier les grands morceaux de marbre de chiffon, découvrant les dates royales et passant précautionneusement les doigts sur les motifs des frises, suivant de plus en plus distraitement leurs lignes, leurs creux et leurs plats, sous le regard du général Rabban, qui ne proféra pas une seule parole, les lunettes à la main et me scrutant discrètement pendant une auscultation de ces fabuleuses eaux. Il serait peut-être nécessaire que j'explique maintenant les raisons, ou plutôt les excuses que je me suis données, qui finirent par me pousser à travailler à la vente des antiquités détenues par le général Rabban. Même si les choses ne se déroulèrent pas comme elles auraient dû, et que je suis aujourd'hui quitte de cette affaire, il n'en demeure pas moins que je me suis effectivement prêté en toute lucidité à la vente des objets, en assumant les risques, non seulement pénaux mais aussi éthiques. Sans tomber autour du pot ou tenter de trouver des justifications, je dirais que la raison est sans aucun doute de l'ordre de l'ego, liée à cette passion pour le beau que j'ai déjà mentionné, et qui crée toujours chez moi le besoin jaloux de posséder quand je l'ai à portée de main, de manière à me lier à ma personne, d'être à chaque parcelle qui en est dispersée par le monde, le dépositaire et responsable, ce qui peut d'ailleurs expliquer pourquoi je fais ce métier. Dès le début, je n'ai pu accepter l'idée d'abandonner les frises et les statues entreposées sur l'oasis de Chef Fernier, en sachant pertinemment que de toute manière, elles finiraient bradées par de vulgaires contrebandiers qui les disperseraient en abîmant certaines ou en les dénaturant et qu'elles disparaîtraient à jamais. Être lié à ces merveilles était pour moi essentiel. Afin que mon nom ne soit à jamais associé, j'allais jusqu'à imaginer écrire dessus un article ou un texte qui ferait date, forcément scandale. Je voulus convaincre les musées les plus importants de recevoir cet ensemble par un protocole provisoire que je leur proposais, de concert avec le général. J'en parlais longuement dans un mail à mon ancien collègue du British Museum, qui m'assura que ça ne marcherait pas. Je m'en doutais bien. J'hésitais encore durant les jours suivants, mais au bout d'une semaine de va-et-vient, de réflexion qui m'empêchait de dormir et de donner un air discret que les officiers remarquèrent, j'entrepris d'écrire à mon contact à Moscou et à Singapour, où j'avais les clients. Je voulais mettre au courant d'une possible affaire concernant des antiquités irakiennes. Mais les choses vont basculer brutalement. L'irruption des djihadistes de l'État islamique et la chute de Mossoul au début de juillet vont compromettre la sortie du trésor. Et même, une première fois, les mois sur l'oasis, en jetant le désarroi de tout côté. Je fus naturellement très inquiet à l'idée que les milices djihadistes puissent arriver jusqu'à Chef Fernier.
Rien n'était moins sûr que les assurances des officiers et de rabbins qui se relayaient brièvement sur la terrasse. Mossoul était tombé, toutes les bourgades de la terre de Nil étaient menacées, et les habitants des bourgs chrétiens fuyaient, en même temps que tous ceux qui ne voulaient pas être pris au piège des extrémistes. Vers où fuit-il, demandai-je. Vers Irbil et les régions kurdes, m'a répondu le capitaine Amin, qui me tint un peu de compagnie pendant mon dîner. Je dormis mal, je me levai plusieurs fois avant l'aube, en m'interrogeant sur laquelle possibilité que nous aurions nous aussi de fuir vers le nord, vers l'est, chez les Kurdes. J'essayais de distinguer les chars dans l'obscurité moins dense qui précédait le jour, mais leur présence massivement silencieuse ne me rassurait pas complètement. Un des officiers m'avait en effet rapporté la tête que les unités de l'armée à Mossoul s'étaient débandées, abandonnant leur position, leurs armes et leurs bébés. Dans la lumière du jour qui naissait, je cherchais avec inquiétude à voir si les soldats de Rabat étaient bien en faction, si les chars n'avaient pas été abandonnés. Or, les soldats étaient bien là, et les chars avaient récemment. Vers 6 heures, le jour étant déjà levé, les camions qui transportaient des soldats quittèrent les lieux dans un grand fracas et une levée de poussière et de fioul balancés dans l'air. Un peu plus tard, je remarquai aussi que 2 des 3 chars de rentrée étaient également partis. Lorsque je demandais à un sous-officier de passage que nous étions à l'abri ici, il me rassura d'un simple plus amusé. J'ai voulu savoir si je pouvais rencontrer Rabbal, mais le général Rabbal était parti de loin. La suspension de l'offensive djihadiste le 12 juillet évita l'évacuation de l'Oasis, et la sortie du trésor fut elle aussi suspendue. L'attente reprit après. Je me réveillai avant l'aube, j'ouvris les yeux sur la lumière rose de l'aurore. Il y avait des soldats en faction, mais tout était calme. De ce calme somptueux qui précède la levée du jour, comme si le monde se préparait, ainsi qu'il le fait sans fin depuis l'aube de la création, à cet extraordinaire événement qu'est le lever du soleil. L'air était chaud mais agréable, une petite brise souffla, comme si la maigre nature exprimait efficacement sa muette joie d'exister encore en ce nouveau matin. Je ne pus alors empêcher de penser que ce calme me faisait découvrir un effroyable et imminent désastre. Je commençais à me demander pourquoi les hommes avaient besoin d'introduire tant de bruit et de fureur dans une telle paix. Je me souviens avoir été interrompu dans mes pensées en voyant arriver une fouillée sur sa vieille moto, pétardante et polluante, qui laissa sur les pommiers. Je me dis alors que ce n'était pas seulement les guerres, la violence qui accéléraient toujours plus cette immense entropie introduite par le temps et par l'histoire. Depuis le premier bégaiement de la présence humaine sur la Terre, le plus simple geste de l'homme s'est en effet avéré générateur de désordre. La taille de la pierre, la coupe des arbres, l'agriculture, la chasse, la pêche, la construction des villes, tout a lentement contribué, pan par pan, à la progressive ruine du monde que nous habitons. Une ruine qui culmine aujourd'hui avec l'industrialisation et la destruction du système écologique. L'abandon de la terre par les derniers paysans est l'ultime syndrome de cette entretien. Certes, depuis son premier geste pour survivre, toutes ces actions ont toujours été destinées par l'humain à se créer des conditions de vie supportables, puis pour vivre de mieux en mieux. Mais chaque parcelle de confort acquise, chaque progrès dans le sens d'une meilleure habitation du monde, s'est toujours fait au dépens du lieu de cette habitation, dont le potentiel d'accueil se rétrécit comme au cours de chacun, à l'image de cette oasis, qui fut un temps peut-être le lieu qui inspira les images du paradis biblique, mais qui n'était plus, quand j'y suis arrivé, qu'un petit fragment de quelques vergers, entourés de désert, et bientôt de guerre et de massacre. Durant ce mois de juillet, nul ne fut capable de me dire où se trouvait le général Rahman. Tantôt il était à Tal Haman, tantôt à Irbil, tantôt à Kirkouk. Et puis un jour, on le vit dans un reportage télévisé inspectant des troupes sur un barrage, sur le Tigre, en compagnie d'officiers kurdes. Aussitôt, des dizaines de soldats s'attroupèrent dans la tente des officiers pour revoir les images qui passaient en boucle sur les chaînes d'information d'Arabes. Pendant les journées, nous commencions aussi à entendre le grésillement incessant et monotone des drones américains. Nous fixons souvent des yeux le ciel, apparemment vide, sinon de la lumière écrasante. Assis avec moi sur la terrasse, le lieutenant Rennes déclara distraitement un jour que ce drone que l'on entendait nous prenait là en photo et qu'on nous voyait sans doute à cet instant même sur les écrans d'une base américaine en direct. Au bout d'un moment, il me demanda si je ne croyais vraiment pas à la possibilité que tout ce qui arrivait fût planifié par les Américains et par les Russes. Je lui répondis que non.
Par qui alors? Faut-il que tout soit planifié? Mon avis a toujours été, et je le dis aux officiers, que les États, leur diplomatie, leurs états-majors, leurs services secrets, planifient sans doute leurs actions. Mais c'est exactement comme je peux planifier ma vie, mes années à venir ou ma journée d'aujourd'hui. Or, j'ai beau faire, je me trouve immédiatement face à l'imprévisibilité que représentent les milliers de possibles en dehors de moi et aussi en moi. Ce qui fait que je ne suis jamais sûr de pouvoir réaliser ce que j'ai prévu pour les 10 minutes qui viennent. Et c'est la même chose en politique, ou dans laquelle, si planification il y a, elle part toujours forcément en deux mots, presque aussitôt qu'elle est mise en place. À chaque étape, c'est plutôt le hasard, les opportunités du moment, les coups de chance qu'on sait saisir ou pas, qui règlent la marche des choses. Tu vois qu'il est Dominique Strauss-Kahn ou le manager fiscal? Eh bien, si dans le fameux hôtel américain, la carrière de cet homme s'est interrompue, la femme de ménage, en s'apprêtant à entrer et nettoyer la chambre, s'était pris le pied dans un tuyau d'aspirateur, ou s'était arrêtée devant le pile de serviettes qu'elle avait oublié de ranger, et n'était donc entrée dans la suite de ce personnage. Quelques minutes plus tard, elle n'aurait sans doute pas croisé celui qui était destiné à devenir le président de la République française, qui donc ne lui aurait alors pas fait de proposition indécente, ou ne l'aurait pas agressé, et le devenir de la France, de l'Europe, et peut-être du monde, aurait été différent. L'histoire, contrairement à ce que l'on peut penser, ne se construit que selon des successions de hasard, de caprices d'hommes, de lubies de chefs. Et comme elle n'est globalement pas très glorieuse, on peut penser que ce sont souvent l'incompétence, la bêtise et les caprices du sort qui ont précédé à sa marche. Il suffit de penser à ce qui est en train d'arriver ici, en Irak, et qui risque d'entraîner le monde dans des calamités sans nom, qui n'est que le résultat de l'action irréfléchie, prétentieuse et stupide d'un président américain, très vraisemblablement incompétent, mais qui, de proche en proche, depuis 10 ans, nous a menés où nous en sommes aujourd'hui. De tout temps, des batailles qui étaient gagnées ou perdues, des destins de peuples et même de l'humanité tout entière ne se sont décidés que parce qu'il a fait beau un jour avant une bataille, ou orageux, parce qu'un général a eu des brûlures d'estomac, ou était de mauvaise humeur à cause d'une lettre ou son amante, ou qu'un chef de guerre était mort subitement en sortant de son bain. Une campagne est remportée souvent non grâce au plan établi à l'avance, mais parce qu'une compagnie ou un régiment ont agi autrement qu'il était prévu, et que c'était ce qu'il fallait, à l'insu de tous, ou parce qu'une idée a germé à la dernière seconde, ou parce que tout a échappé aux mains du commandement, et que les choses se sont ensuite enchaînées pour arriver à une victoire plutôt qu'à une défaite. Et après, on a l'impression que tout cela est voulu, étudié, prévu, on l'appelle stratégie, clairvoyance, génie militaire ou politique. Peut-être que c'est fou de l'État islamique de penser à l'origine qu'une simple attaque de kamikaze contre Mossoul. Mais Mossoul était si mal défendu qu'ils l'ont prise sans le vouloir, à leur grande surprise. Et le monde y a vu un plan théorique. Pour vos Américains, c'est sans doute pareil, c'est bien que pour vos Russes, tout pour vos Iraniens. Au milieu de cette grande confusion et de ce conflit, et durant les semaines fatales qui suivirent, le trésor du général Marin va être l'objet de négociations mystérieuses et se trouvera au cœur d'enjeux stratégiques innombrables avant de disparaître. Il disparaîtra au moment où les djihadistes se remettent en action. C'est alors tout le long de l'Irak et de la plaine des Ninives, à commencer par la région de Sinjar, qui tomberont entre leurs mains. Le séjour sur l'oasis menacé devint impossible, et il fallut partir. Néanmoins, il ne partit pas tout de suite, parce qu'il fallait trouver une voiture militaire. En attendant, il se rendit à nouveau dans l'attente des officiers pour suivre le brigade. Les images du Sinjar qui avaient inondé le monde commençaient à être diffusées par toutes les télévisions de la planète. On voyait des villages entiers qui fuyaient, de longues files d'hommes, de femmes et d'enfants portant des ballons, environnés de troupeaux, et qui marchaient pour sortir d'Irak. C'était un groupe comme Abraham fuyant avec son peuple. C'était l'Ancien Testament joué au XXIe siècle. Je ne sais pas si c'est ce que je dis sur le moment, ou si ces pensées me viennent aujourd'hui seulement en voyant la considérer des images. Ce qui est sûr, c'est que nous ne cessons de lire les événements du présent en fonction des légendes, des épopées ou des récits historiques. Dès le commencement, j'avais soupçonné le général Radman de se regarder comme un satrape antique et de vouloir faire de son oasis un paradis, d'avoir trop lu de livres, d'avoir trop vu de films, d'avoir trop admiré ces bas-reliefs qui voulaient le vendre. Mais c'est surtout moi qui avais projeté sur lui les lectures et les rêveries. Notre vision du monde
et du présent est structuré par la fiction, dont l'une des plus prégnantes est l'histoire elle-même. Comme si les récits historiques, aussi bien que les épopées ou les poèmes, n'avaient pour seul but que de rendre le présent non point compréhensible, mais juste acceptable, en le faisant entrer dans des catégories entendues, polies, ajoutées, en le rendant esthétique. Comme de l'art, nous avons besoin de l'histoire pour ne pas mourir de la vérité, à savoir que tout n'est que chaos, sans signification, sans logique et sans but. Comme de l'art, nous avons besoin de l'histoire pour ne pas mourir de la vérité, à savoir que tout n'est que chaos, sans signification, sans logique et sans but. En attendant le départ, je partageais le graphe frugal des officiers debout dans la tente. Éraflé par plusieurs nuits de mauvais soleil, par l'anxiété et les interrogations épuisantes qui me taraudaient, je m'en fais m'étendre encore une fois furtivement sur l'inconfortable lit de blanc qui avait été ma couche pendant 2 mois. Je sombrais dans un sommeil lourd et je fis un rêve pénible où Radban me chassait de l'oasis après avoir découvert ma relation à sa fille. Et je quittais alors en rêve le lieu pour fuir sa colère, entouré de milliers de réfugiés, de femmes, d'enfants, de vieillards et de troupeaux. Parti à la recherche du trésor au milieu du chaos qui est devenu l'Irak, il retrouve la fille du général Radban. Avec elle, il va dangereusement courir dans une folle équipée à travers le désert, après avoir passé une dernière nuit avec elle, seul sur l'oasis désormais désertée. Et finalement, incapable de savoir ce que le trésor est devenu, le couple se retrouve au lever du jour sur un sommet, aux frontières du Kurdistan, où il voit pour la dernière fois la plaine bénie où se trouvait l'oasis. Nous demeurâmes assis sans un mot face à l'immense plaine bordée de montagnes, elle-même figée dans une immobilité séculaire, traversée par un fleuve monumental qui semblait pétrifié sous le ciel éclatant, épuisant de lumière. Rien ne bougeait là, tout était comme coulé dans un statisme éternel, indifférent à la minuscule rêverie du nord. Dans cette plaine en bas que l'illusion pouvait faire croire à portée de main, des choses affreuses se déroulaient. Les puissances nouvelles, Les Américains, les Iraniens, les Turcs, les Européens, les Irakiens, les puissances nouvelles s'y affrontaient et les nouveaux barbares étaient pour l'instant maîtres d'une part de son territoire. Mais vu de si loin, on ne pouvait s'en douter, on n'entendait rien. Et les affaires guerrières, les déplacements de population semblaient des détails infimes, invisibles pour nous. Seul le soudain bondissement des avions témoignait de la violence du monde, mais il s'éblouit comme un terrifiant dommage auditif que nulle vision de quoi que ce soit ne soutenait. Le grésillement continu et monotone du trône, lui, ne faisait que rendre perceptible la vastitude du monde sous nos yeux et la calme indifférence dans laquelle il se frappait. Et c'était peut-être ça le plus fascinant, bien davantage que les agissements mystérieux de l'agent politique. Ce mutisme, ce silence imposant au sens de l'ordre des grandeurs qui nous entourent de tous côtés, et qui semble comme souverainement recroquevillé sur un sens qu'elles ne nous délivreront jamais, nous laissant indéfiniment face à l'énigme de notre propre présence. nous laissant indéfiniment face à l'énigme de notre propre présence. Une énigme dont nous nous acharnons à nous distraire par notre agitation, notre activité sans fin, nos conflits, nos haines, nos guerres, notre passion à produire des biens et à les consommer et à détruire tout cela méthodiquement à la planète. J'ai eu une brève de très forte nostalgie pour les journées passées sur l'oasis, quand il ne se produisait rien, l'écoulement semblable à lui-même des jours et des nuits, et pour la nuit que nous y avions passée, chérie et moi, environnés par les événements et la brutalité. Des événements restés néanmoins comme suspendus, pétrifiés à notre seuil pour quelques heures, avant de défaire la cour du tout. Chérie ne soudain savoir à quoi je pensais. Je haussais les épaules comme si c'était sans importance. Elle enserra ses jambes entre ses bras et, fixant l'horizon sans fin, elle me demanda si je croyais vraiment que toute cette plaine à nos pieds était à l'origine un immense jardin, comme le prétendait son père. Je ne savais pas, et c'était possible avec la présence de 2 grands fleuves. Je lui dis que ce n'était pas pour rien que l'humanité se prétendait née ici, et qu'elle y avait mis, comme dans un paradis, le premier homme et la première femme. Puis je songeais que, depuis notre position, durant 3 millénaires, des
dizaines de peuples qui s'étaient succédés ici. Les Araméens, les Amorites, les Hébreux, les Hittites, les Perses, les Grecs, les Romains, les Arabes, les Ottomans, tous voyaient ces sommets qui nous entouraient exactement comme nous les voyions, avec sans doute cette différence qu'ils voyaient peut-être aussi l'immense jardin, en effet, à la place de ce désert qui s'étalait maintenant sous les pieds. Des jardins qu'en moins de 100 ans, les hommes de notre siècle avaient réussi à saccager irrémédiablement. Il lui dit, si la civilisation humaine a commencé ici, cette plaine donne aujourd'hui une image de ce que sera sa fin. Chérie ne me commenta pas. Elle m'écoutait en regardant les montagnes du Kurdistan et les méandres du fleuve, et à un moment, elle me demanda si je parvenais à distinguer l'oasis. J'avais cru voir directement vers le sud-ouest un filet bleu qui était peut-être la rivière bordant les plantations. La lumière avait changé, elle faisait maintenant frémir encore plus fortement l'horizon et me rendait un peu fou. Je cherchais pourtant de nouveau à retrouver le tracé du cours d'eau et la tache bleue sombre des plantations. En vain. Sharif va signer son ouvrage dans la salle à côté, si vous avez envie de le prendre. Et voilà, vous êtes invité à prendre un livre. Merci de votre présence.